Wow, Storm, c'est magnifique. J'avais demandé d'être directement au parc pour introduire la vidéo, mais c'est mieux. Merci beaucoup, monsieur. Franchement, c'est calme, c'est apaisant. Là, franchement, tu viens de tous nous bluffer. Même les gens là qui te connaissent depuis, ils sont choqués derrière leur écran. Ah, je comprends pourquoi t'as demandé de lancer l'enregistrement tout de suite. Content que ça vous plaise à vous et aux membres du Black Pearl. C'est grâce à votre calibrage, monsieur. Non, j'aime bien. C'est quoi ça? Non, c'est pas ce que je pense, c'est pas possible. Mais je vais te débrancher, toi. On est où, là, encore? On est 66 millions en arrière, monsieur. Parfait pour introduire la vidéo d'aujourd'hui. Non, mais toi, t'abuses. Mais comment je peux faire une vidéo ici? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Waouh, Storm Extinction! Dans les années 2010, sur nos grands écrans, le monde de la boxe n'est pas le seul à avoir connu sa résurrection. Le règne animal, plus particulièrement celui des dinosaures, va aussi connaître la sienne, mais à quel prix? Parce que certes, ce fut un succès massif, mais le développement a longtemps ressemblé à une véritable aberration génétique. Dans l'épisode précédent, on a parlé d'un film où la nostalgie et la nouvelle génération se sont rencontrées de la plus belle des manières. Mais toutes les rencontres ne se terminent pas forcément bien. Et derrière cette volonté de renaissance pour Hollywood se cache un plan discret de Spielberg. Utiliser son propre mythe pour critiquer le cinéma moderne. Alors installez-vous confortablement, bienvenue dans le projecteur du Black Pearl, une émission qui met la lumière sur ce qui se passe derrière le grand écran. Alors enfilez vos blouses et vos gants et allons dans les coulisses d'un blockbuster mutant. En 2001 sortait le dernier Jurassic Park, troisième volet d'un univers devenu légendaire depuis son arrivée au cinéma dans les années 90. Réalisé par le seul et unique Steven Spielberg, le premier Jurassic Park a connu un immense succès critique et commercial, comme en témoigne ce nombre, 914 millions de dollars. Et si tu ne sais pas à quoi correspond ce nombre, c'est la recette que le film a réalisée en faisant de lui l'un des films les plus rentables de l'histoire. Il sera aussi oscarisé pour ses effets visuels et son sound design. Même si les deux suites n'ont pas été aussi réussies que le premier, elles ont quand même permis à cette saga de devenir l'une des plus marquantes et importantes dans le paysage cinématographique. Et en 2001, Spielberg y veut relancer la saga Jurassic Park, mais cette fois-ci pas en tant que réalisateur, mais en tant que producteur exécutif. Et vous méprenez pas, notre ami Spielberg aura toujours un impact plus qu'important, il sera juste différent. Dans le système hollywoodien, le producteur exécutif détient généralement plus de pouvoir décisionnel, notamment en ce qui concerne le financement et la stratégie globale du film. Le réalisateur, quant à lui, est le principal artisan de la création artistique, mais sa liberté peut être restreinte par les impératifs financiers et commerciaux imposés justement par le producteur exécutif. Ce qui explique la raison pour laquelle Spielberg a choisi ce rôle pour une suite si suite il devait y avoir. Parce que à ce moment-là, en 2002, c'est dur d'imaginer une suite. Parce que si son objectif était de relancer la franchise sous un nouvel angle, les scénaristes vont aller sous un nouvel angle, mais bancal de fou. Ils sont tous devenus malades, des idées farfelues, frère. Attends, juste pour que tu comprennes, laisse-moi juste te raconter un seul script et tu vas comprendre à quel point ils étaient loin de fou. En 2004, le scénariste John Sayles a pour concept de faire un Jurassic Park qui mêle génétique et militaire. Jusqu'à là, rien de fou, mais c'est après que ça part un peu en cacahuète. Dans un laboratoire en Europe de l'Est, le clonage génétique dépasse la simple résurrection de dinosaures. On les modifie, on les mélange à d'autres espèces, voire même à des humains. Ils voulaient créer des créatures mi-dinosaures, mi-humaines. T'es mal à leur tête, frérot. Il a cru qu'il fallait faire des mutants dans Resident Evil ou quoi? Et attends, la cerise sur le gâteau, c'est que ces créatures étaient capables d'utiliser des armes. Des dinosaures avec des armes. Mais qu'est-ce qu'il a fumé, le poteau? En 2005, après des tonnes de scripts de la sorte, Universal et Spielberg décident de faire une pause. Ils considèrent que la franchise est épuisée, et en même temps t'as vu les idées qu'on leur a proposées aussi. Le célèbre réalisateur derrière le premier Jurassic Park trouve les idées trop éloignées de l'esprit de Crichton, l'auteur du roman adapté par Spielberg. Il est peut-être temps de laisser les dinosaures prendre leur retraite en tant qu'acteurs. En plus de ça, le réalisateur oscarisé, quant à lui, se dit qu'il n'a plus sa place dans cette nouvelle ère d'Hollywood du toujours plus. Et la mort de Michael Crichton, un des collaborateurs clés du réalisateur quelques années plus tard, confirmera les doutes. La saga est définitivement enterrée. Mais tu te doutes bien que si je te raconte l'histoire, c'est qu'elle a connu un rebondissement. Et ce rebondissement, il arrivera 8 ans plus tard avec un réalisateur du nom de Colin Trevorrow. Il vient de connaître le succès avec son film indépendant et il sera suggéré personnellement par Spielberg à Universal pour enfin réaliser ce renouveau dont il rêve tant. Il voulait un regard neuf d'un talentueux réalisateur, malgré son manque d'expérience dans les blockbusters qui constituent un choix risqué. Mais pour Spielberg, le talent ne se mesure pas par le nombre de tickets vendus ou de cinémas remplis.
Alors, Trevorrow coécrit donc le script en compagnie de son collaborateur, Derek Connolly, et ensemble, ils proposent une nouvelle direction, un vrai parc en activité. Et le concept est simple. Et si le parc de John Hammond avait enfin ouvert au public, sur Isla Nublar, lieu du premier film, montrant que malgré son côté blockbuster, le film cherche à porter un héritage précis. Et cet héritage se poursuit même sur le tournage. La jungle d'Isla Nublar sera filmée à Hawaï comme pour les films originaux. Même si la majorité des dinosaures sont en CGI, Colin Trevorrow insistera pour inclure des animatroniques, une reconstitution mécanique réelle des dinosaures pour rendre hommage au travail de Spielberg et Winston dans les premiers volets. D'ailleurs, le film est rempli de pas mal de références cachées au premier film. Déjà, le plus connu, le T-Rex final est officiellement le même que celui du premier Jurassic Park, comme en témoigne sa cicatrice sur le cou qui vient de son combat avec les Raptors en 93. Le poteau il est solide, 22 ans après, toujours là. Mais entre toutes les références, le plus gros clin d'œil visuel et évident, c'est le vieux centre de visiteurs laissé en ruine, mais toujours rempli d'objets du premier film, tels que des bannières, des squelettes ou même des posters. Et les références ne sont pas seulement visuelles et vont jusqu'à nos oreilles avec la musique originale de John Williams utilisée dans les moments de découverte du parc. D'ailleurs, en parlant de musique. Mais malgré toutes ces belles choses, pour ceux qui ont vu le film, vous savez que ce parc n'est qu'une façade d'un sombre complot autour de la génétique sur les dinosaures. Trevorrow propose alors de renommer le film en Jurassic World. Un lieu où la génétique dépasse les limites de l'éthique dans le simple but de satisfaire l'ego démesuré des humains. Et derrière ces apparences de simple parc, il a aussi servi de terrain de jeu idéal pour Spielberg et ses collaborateurs de critiquer le cinéma moderne. Déjà, le plus flagrant, l'Indominus Rex. Il est à lui tout seul une métaphore d'Hollywood. Hybride et génétiquement modifié, c'est le symbole de l'excès des humains. Il est né dans le simple but d'être un produit marketing censé plaire et attirer toujours plus de public. Tout ça en brisant énormément de règles de l'évolution. Comme Hollywood qui pousse ses franchises trop loin, dénature le travail, l'art et l'héritage de films cultes juste pour vendre plus. Et en voulant créer un dinosaure ultime, les créateurs finissent par créer rien d'autre qu'une catastrophe. Et si on regarde plus loin et qu'on quitte la cage de l'Indominus Rex, métaphore d'Hollywood, Spielberg et ses équipes ont voulu faire du parc en lui-même une métaphore de l'industrie du divertissement. C'est les visiteurs du parc qui veulent toujours plus de sensations fortes et finissent par se retrouver face à un monstre qu'ils ont en partie eux-mêmes créé. Un monstre né d'un besoin insatiable, d'une soif maladive de plus de spectacles. Bigger, scarier, cooler, I believe is the word. Nothing in Jurassic World is natural. Et que ce soit dans le cinéma, les vidéos, la musique, les jeux vidéo, les gens veulent toujours plus. Plus de super-héros, plus d'albums, plus de jeux, plus de vidéos, ce qui pousse les artistes, les créateurs et les réalisateurs à produire toujours plus, dégradant la qualité des contenus au profit de la quantité. Et le pire, c'est que quand ça correspond pas à leurs attentes, ils se plaignent, parce que c'est moins bien ou c'est la même chose que le précédent. Mais c'est normal, les gens ne laissent pas le temps. Et ça fait 5 ans que j'ai commencé la musique et 1 an que je suis sur YouTube. Et j'ai tout supprimé de la musique pour bien reprendre en 2025. Et depuis le début de l'année, que ce soit dans la musique ou dans les vidéos, je veux plus me forcer. Plus me forcer à être sur les réseaux alors que j'ai pas grandi avec les réseaux. Rentrer dans des cases pour plaire à l'industrie ou pour plaire à la majorité. De toute façon, d'où je viens, on n'a jamais été dans ça et je sais même pas pourquoi j'ai essayé de rentrer. Non, c'est bon frère. Ce que je veux, c'est raconter des histoires. Alors maintenant, je le fais, je rate et je recommence. Dans mon coin, en indépendant jusqu'à que ça marche. J'ai pas envie de créer de la musique ou du contenu fast-food. J'ai envie d'être un restaurant 3 étoiles, frère. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, mais ça va arriver. Jurassic World sera un succès commercial, mais juste immense. 1,6 milliard de dollars. C'est la première fois qu'on parle en milliards dans ces vidéos. Le succès est juste monstre. C'est simple, à sa sortie, avant l'arrivée des Avengers, c'était le 3e plus grand succès de tous les temps. Ce film a totalement relancé la franchise oubliée depuis Jurassic Park 3, et il a permis de créer une toute nouvelle trilogie, d'attirer une nouvelle génération, mais tout ça à quel prix? Les fans de la première trilogie sont divisés sur le traitement de la nostalgie. En fin de compte, derrière ces effets spéciaux et ces gros chiffres, Jurassic World n'est pas juste un divertissement avec des dinosaures. Spielberg a voulu faire de ce film un miroir de l'ère du cinéma blockbuster. Une industrie qui cherche à réinventer sans fin les mêmes histoires pour vendre des tickets au prix d'une histoire sincère qu'elle oublie et déforme. Une création qui, par sa quête du plus grand et du plus spectaculaire, finit par s'autodétruire.
C'était important de parler de ce film juste après l'épisode sur Creed. Le film sur le fils d'Apollo Creed était une réussite parce que Ryan Coogler, réalisateur du film, n'était pas motivé par l'argent, mais par une histoire personnelle qui peut se refléter à énormément de jeunes de son environnement. Le film respecte l'héritage de Rocky en faisant justement de Rocky un mentor vulnérable sans jamais le forcer à redevenir le héros qu'il était. C'est pas une suite, c'est un passage symbolique du flambeau à la nouvelle génération, qui incarne ses propres combats. Identité, héritage et reconnaissance, tout en rendant hommage au code de la saga. Au-delà d'être une suite respectueuse, c'est surtout une suite qui a été pensée. Alors que Jurassic World est motivé par l'argent. Dans ce type de film, c'est dur de faire une suite. Le but était juste de surfer sur la nostalgie et de satisfaire des exigences marketing. Et je vais pas faire le mytho en disant que la première fois que j'ai vu le film quand j'avais 14 ans, à la fin j'ai dit ouais non mais j'ai compris que le film était une métaphore du non pas du tout frère. Je l'ai revu 3-4 fois après et j'avais toujours autant kiffé et j'avais jamais rien remarqué. Et quand je l'ai revu il y a 3 mois, j'ai adoré parce que j'aime aussi ce cinéma où juste tu t'en prends plein la vue. Mais c'est vrai que quand je l'ai revu avec tout ce que je savais, le recul que j'avais maintenant sur le cinéma, je me suis rendu compte qu'il y avait certains messages, mais qui n'étaient pas du tout les bons, j'étais totalement à côté de la plaque. Mais c'est justement ce film qui a donné naissance à cette émission, parce que j'avais cru comprendre certains messages, et en vérifiant, t'es obligé d'aller au-delà de tous ces décors et artifices. Et en fait, on se rend compte que des fois, les histoires en coulisses sont tout aussi intéressantes que celles qu'on voit sur grand écran.